Le respect de la Constitution commence par le respect des institutions. La première des institutions qui est habilitée à lire et à décrypter la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Et s'est exprimée, mais malgré cela, les débats continuent. Est-ce que ce sont les débats de salon ou des débats qui peuvent enrichir quelque chose? Cet arrêt de la Cour constitutionnelle déprécie le dialogue, toujours en vigueur. Nous allons en parler tout à l'heure avec les journalistes déjà en plateau. Et puis en deuxième partie de l'émission, comme vous le suivez depuis un certain temps au Katanga, Moïse Katumbi fait face à la justice. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Parce que le nerf semble lâché depuis vendredi déjà. On va voir la suite avec toujours des révélations qui arrivent sur le club et semaine. Et la majorité a fait semblant comme si elle avait été élue par... Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne fait pas les... Et après, c'est mal la décision. Par contre, il n'est pas la même. Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h. C'est le Club 50. Oui, le club est déjà en place avec des journalistes depuis Kinshasa. D'ailleurs, pour information, les journalistes de Kinshasa ont déjà leur site internet, ont déjà leur annuaire électronique en ligne que vous pouvez vérifier depuis chez vous, partout dans le monde où vous êtes. Et vous aimez beaucoup ce club parce que nous avons reçu cette semaine, je vous donne quand même des chiffres, quelque chose comme 53 SMS, emails et messages seulement pour le club, demandant qu'on puisse revenir sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais aussi sur ce qui se passe au Katanga, qui attire l'attention d'un certain nombre d'entre vous. Alors aujourd'hui, vous avez, comme d'habitude, d'un côté des nationalistes, enfin des patriotes, et puis de l'autre, ceux qui attisent un peu le feu, et puis des internationalistes, et puis les doyens. Tous ici fait un peu notre mix national. Harold Badibanga, déjà en place. Naturellement, au service de la... Vous avez manqué à vos amis d'Afrique du Sud. J'ai eu 5 messages. Ils disent, mais Harold Badibanga, il a commencé sa carrière politique ou il est toujours journaliste? Non, non, ils doivent comprendre qu'en tant que patriote, la patrie nous appelle sur divers fronts. Donc, je leur présente mes excuses, mais je suis là aujourd'hui et je serai là toujours tant que faire se pourra. Le doyen Joachim Diana, l'éditeur de La Colombe, qui souvent ses analyses sont avant-gardistes parce que tout ce que vous avez dit, on est en train de le vivre maintenant. Oui, tout à fait. C'est question de background. Hein. Nous connaissons les acteurs politiques. Les Katumbi, on les connaît comme le fond de la poche. On connaît qui, Kamere, tout le monde qui on ne connaît pas. Ce sont des gens, nous savons, quand ils commencent à nous savons que prochain, ça sera tel pas, il va s'arrêter là-bas, il va avancer, il va reculer, nous savons. Ah bon? Même qui c'est lui-même leur doyen, nous savons comment ils sont. John Omombo, internationaliste. Alors, il y a une question qui vous a été posée personnellement, je ne savais pas que vous allez être aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les envoyés spéciaux, souvent dans la région des Grands Lacs, mais principalement, ils viennent qu'à Kinshasa. On ne les voit pas à Brazzaville, en Angola, on ne les voit pas au Rwanda ou au Burundi, seulement à RDC. Alors, ils veulent savoir, quand on dit envoyé spécial dans les Grands Lacs, c'est le Congo, les Grands Lacs, ou c'est les autres pays aussi? Écoutez, lorsque vous voyez même les grandes rencontres au niveau de la région, la République démocratique du Congo est présentée comme un lieu stratégique, n'est-ce pas, pour le décollage, sinon le développement de la région des Grands Lacs. Et donc, le fait que tous ces envoyés spéciaux se concentrent sur la RDC traduit justement que l'enjeu principal, l'intérêt d'abord de l'Occident, c'est la République démocratique du Congo. Parce que nous devons préciser que les envoyés spéciaux ne viennent pas offrir des cadeaux aux Congolais. Ils viennent d'abord défendre les intérêts de leurs États, les intérêts de ceux qui les ont envoyés. Et la difficulté, c'est qu'ils se confondent un peu avec ce que font leurs ambassades. Oui, j'ajoute même que pour ce qui concerne le pacte sur la paix,
la stabilité, le développement de la région des Grands Lacs, tel qu'il a été signé, je pense, à Nairobi, au Kenya. Quand vous lisez ce pacte-là, vous comprenez que l'enjeu principal, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si vous déstabilisez la République démocratique du Congo, c'est déstabiliser toute la sous-région des Grands Lacs. Une RDC avec 9 frontières. Mais on a l'impression qu'ils ont élu domicile ici, c'est toutes les semaines, on voit... C'est l'enjeu qu'il y a. C'est l'enjeu qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a même un débat. Toutes les semaines, on a l'impression que les décalages horaires, ça... Il y a même un débat, je dois le préciser, hein, Oui. je suis désolé, mais je le dévoile quand même. Il y a un débat sérieux aujourd'hui sur la situation en République démocratique du Congo. Et il y a des pays qui ont même écrit officiellement pour dire clairement que si vous déstabilisez la RDC, donc vous embrasez l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont toute l'attention sur la situation en République démocratique du Congo et pour voir exactement ce qui va se passer. Très bien. John Kitenge, journaliste à Kin 24. Quelqu'un a dit dans un des messages que j'ai reçus, vous êtes le défenseur des causes perdues. Non, pas du tout. Je ne me considère pas comme un pyromane. Parce que vous avez dit la fois passée, il faut absolument qu'il y ait élection, et la Cour a dit non, s'il n'y a pas élection. L'année 2016, c'est une année électorale, Jean-Marie Kassamba. Oui, mais la Cour, entre vous et la Cour, qui a raison? Je suis défenseur des causes justes et un sapeur-pompier républicain. Mais même si ces causes ne sont pas justes, enfin, dans le sens du raisonnement logique. Hein. Parce que dans quelques mois, on ne peut pas faire toutes les élections, y compris la non, mais les responsabilités doivent être établies. Absolument. Dans un pays sérieux, on savait qu'après 5 ans, il y aurait élection dans ces pays. Les gens sont dormis sur leur laurier. Ils ont attendu 5 ans. Ils croyaient que c'était tout un siècle. Vous semblez oublier ce qu'ils avaient mis les bâtons dans les roues de la CENI. Pas de loi électorale, pas de calendrier rejeté et tout ça. Ça, c'est pas les... Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte, Jean-Marie. Ça a eu lieu ou pas? C'est un prétexte. Ça a eu lieu. Mais cela ne pouvait pas empiéter les déroulements des élections. Comment vous allez faire les élections sans calendrier? Dans un pays normal, dans un pays sérieux, vous allez imposer, où les normes démocratiques sont respectées, oui. Les questions d'élection ne se posent pas. Non, après 5 ans, on savait qu'il y aurait élection dans ces pays. Comme vous avez la parole, vous allez la garder. Merci. On va essayer maintenant de décortiquer l'arrêt de la Cour. Oui. Signalons que plus de 280 députés nationaux de l'opposition, une bonne cinquantaine, et de la majorité ont signé cette requête auprès de la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de cet article qui stipule qu'à la fin du mandat du chef de l'État, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Cour a donné sa lecture et l'explication que, à la fin de son mandat, les chefs d'État non seulement restent en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Et il continue la Cour en précisant que toutes les institutions électives subissent la même situation, c'est-à-dire les sénateurs, les députés nationaux et les députés provinciaux. Pour information, Moïse Katumbi, Kimbuta et les autres sont de la génération de 2006. Et c'est seulement au mois de janvier dernier, enfin avril de l'année dernière, que les autres ont préféré traverser la rue. Alors, Nana, je vous repose la question, parce que l'article 168, si je ne m'abuse, dit « Les décisions de la Cour ne souffrent d'aucun commentaire, sont d'application immédiatement ». Alors, de quel droit vous pouvez aujourd'hui commencer à épiloguer autour de la décision de la Cour? Jean-Marie Kassamba, les libellés de l'arrêt ne m'étonnent pas. Tout le monde savait que la haute cour Médine Kabila ne pouvait pas... Alors, il faudra expliquer à ceux qui nous écoutent que Médine Kabila, ce que ça veut dire, parce que la mise en place de la Cour, c'est 9 sages, 3 émanant du Parlement, 3 émanant de la magistrature et 3 émanant de la présidence de la République. Jean-Marie Kassamba a des questions politiques. Il ne faut pas faire de l'ironie. Tout le monde sait que ces gens ont été adoubés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sinon, parmi les 9, sans les consentements du chef de l'État, vous ne pouvez pas être sage, comme on les appelle. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on les appelle sages. Donc vous allez m'expliquer. Vous avez une opinion très compliqué de nos magistrats.
Donc la justice est phagocytée aussi. Bon, certains de ces magistrats sont mes maîtres. Oui. Mais Vundo vous savez, Etepemako. Vundo Etepemako, l'assistant à l'époque, il était assistant, M. Essambo, le juge Essambo. À l'époque, il était l'assistant Phagocyté aussi du pour professeur Djelo. Vous savez, lorsque la haute cour, ce sont des juges, certes, mais leur fonction, leur tâche est éminemment politique. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Donc, ça ne m'étonne pas, je le savais. Mais le problème, c'est quoi? Par rapport au fond, Jean-Marie Kassamba, c'est un arrêt dangereux. Parce que ça vient de créer un précédent fâché. Demain ou après-demain, John Chitende devient président de la République parce que le Congo est parmi les rares pays où tout peut arriver, où tout est permis. John Chitende devient président de la République. Mais vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en otage les processus électoraux, la machine électorale, créer des manœuvres dilatoires, arriver fin mandat, je vais évoquer l'alinéa 2 de l'article 70. Surtout que, comme vous le dites, la Cour a déjà tranché. Alors, je vous pose une question, on va dire de principe. Oui. Vous pensez que tous ces hauts magistrats, les institutions de la République, sont tous à la botte du pouvoir? Je ne confirmerai pas qu'ils sont tous à la botte du pouvoir. Mais vous me poussez à me répéter, Jean-Marie Kassamba. Non, je vous repose la question. Oui, leur fonction est éminemment politique. Et aux crises politiques, des solutions politiques. Et je pense que dans l'arrêt du cours, il y a beaucoup plus de politique que du juridique ou du judiciaire. Alors, pour vous, le respect de la Constitution passe par quoi? Le respect de la Constitution passe par les délais prévus par cette même Constitution. Donc ça veut dire que c'est ça, les articles de la Constitution, ça ne vous dit rien? Les articles de la Constitution me disent quelque chose. Alors si ça vous dit quelque chose, si l'article stipule quelque chose... Oui, mais l'article 73 stipule que la présidentielle est convoquée, le corps électoral est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Dans les conditions normales. Ça, vous ne le dites pas. C'est vous qui ajoutez dans les conditions normales. Oui. La Constitution ne l'a pas dit. Donc si on doit appliquer la Constitution à la lettre, oui, nous devons... Parce que l'article 70, il faut combiner l'article 70 à l'article 73. Il ne faut pas les lire de façon sélective. Les articles de la Constitution forment un tout. De même qu'on doit respecter l'article 70, de même on doit respecter l'article 73, l'article 220. Et de même on doit respecter l'article 168. Tous les autres articles de la Constitution. Merci bien. Alors j'ai l'impression que vous noyez un peu le poisson. Je vais poser la question à John Omombo pour essayer de comprendre. Est-ce qu'au Congo, on a la culture démocratique et la culture des textes? Merci de la question, Jean-Marie. Je voudrais d'abord apporter une petite précision que Jean-Louis Essambo est professeur. Il est professeur d'université. C'est vrai qu'il a été assistant, ça fait partie de son cursus. Oui, mais le journaliste est l'historien du présent. Le présent, la qualité qu'il a aujourd'hui. Il m'a enseigné comme assistant. C'est ça que j'ai dit. Non, mais je ne refuse pas. Oui, je ne lui reconnais pas sa qualité de professeur. Non, donne son état actuel. C'est ça que j'ai dit. Il m'a enseigné comme assistant. Oui. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus, je suis d'accord avec vous. Il est professeur d'université. Professeur Essambo, à l'époque, assistant de Djelo. Oui, mais il y a combien d'années? Et tu ne l'avais pas dit. Il y a combien d'années? Il y a une dizaine d'années. Voilà, mais dans 10 ans, beaucoup de choses peuvent changer, parce que dans 10 ans, vous n'étiez même pas ni animateur, ni... Loin de moi l'idée de dénigrer la qualité. Non, c'est la façon de... C'est une façon de dire, un peu en ricochet, il n'est qu'assistant. À l'époque. Oui, à l'époque, mais beaucoup de choses ont changé en 10 ans. John Omombo. Merci beaucoup. Mon confrère a déjà compris aussi que nous sommes historiens du présent. Et le présent aujourd'hui, c'est que le Congo a la chance et la grâce d'avoir une sommité scientifique comme Jean-Louis Essambo, parmi les grands professeurs ici en Afrique, les grands constitutionnalistes que nous avons. Je ne suis pas juriste, mais nous le visitons à travers ses œuvres scientifiques, nous l'apprenons même à distance. Jean-Louis Essambo, c'est une fierté pour le pays et c'est important. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de Papa Wemba. Papa Wemba, on a beaucoup parlé de lui, il est mort.
on aurait pu décortiquer, justement, décrypter la personne de Papa Mbaka. Il était encore vivant. C'est ce que nous faisons de celui-là. Autre précision, c'est que vous avez posé la question sur la démocratie. Oui. La démocratie, c'est entre autres le respect des textes. Liberté, oui. Respect des textes, oui. Que disent les textes? L'article 150, alinéa 2 de la Constitution, nous indique clairement que les juges de la Cour constitutionnelle sont soumis à la seule autorité de la loi. Ces juges sont soumis à la seule autorité de la loi. Si la loi devient un individu, et donc, ça veut dire que ces juges-là sont soumis à un individu. Or, la loi n'est pas un individu. C'est ce que dit la Constitution. Les 9 juges, quoi qu'ils viennent, même pour le cas de la CENI d'ailleurs, la CENI, la loi dit clairement que le président vient de la société civile et ainsi de suite, il y a l'opposition, la majorité. Mais quand ils arrivent là-bas, ils sont personnalités indépendantes. C'est ce que la loi dit. Il en est de même pour la Cour constitutionnelle. Les 9 juges sont soumis à la seule autorité de la loi. Alors, ça, c'est un. Je vous repose cette question, je vais garder la parole. Je vous repose cette question parce que ceux qui nous suivent à travers le monde doivent un tout petit peu comprendre. Quand je pose la question sur la culture du texte, est-ce qu'on peut douter de tout? Est-ce qu'on peut mettre tout en cause à partir du moment où on n'est pas d'accord, où on a une vision à soi ou une perception à soi-même, enfin de soi-même, de quelque chose dont on aimerait bien que ça soit le cas, mais si ce n'est pas le cas, on doute même si ce qui est constitutionnellement défendu. C'est ce que je dis, parce que vous savez, dans ce pays, nous savons que il y a les évangélistes, il y a les chantres du respect de la Constitution. Oui. Et justement, quand on veut respecter la Constitution, c'est ça même la démocratie, c'est ça la matrice des lois, on appelle ça loi fondamentale. Et c'est ce que dit la Constitution que nous devons respecter. Donc ces 9-là sont soumis à l'autorité de la loi, la seule autorité de la loi, tel que cela est dit clairement à l'alinéa 2 de l'article 150 de la Constitution. Deuxième précision, c'est que la Cour constitutionnelle siège en premier et en dernier ressort. La Cour constitutionnelle, quand elle siège en premier et en dernier ressort, ça veut dire que ces arrêts ne sont pas susceptibles d'un recours. Ni de commentaires. Ça veut dire que si nous sommes d'accord que nous devons respecter la Constitution, parce que tout le monde voudrait qu'on respecte la Constitution. Respecter la Constitution, c'est justement interroger ce que la Constitution dit et appliquer ce que la Constitution dit. Et on interroge la Cour. Maintenant, est-ce qu'il faut commenter ce que la Cour a dit? Parce que nous, la Cour n'est pas venue par sa volonté. La Cour est venue par la volonté du législateur. Le législateur, c'est la République démocratique, c'est le peuple d'abord. Et le législateur représente le peuple. Et la Cour n'a pas été créée par un individu. C'est la loi, c'est la Constitution qui a créé la Cour constitutionnelle. Nous devons comprendre que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, sans personnaliser le débat, sans parler des individus, la Cour constitutionnelle, c'est un instrument de la République. Tout le monde doit s'en approprier, que ce soit majorité, opposition ou société civile. Alors, les arrêts de la Cour a parlé parce que c'était un débat politique. Et de ce débat politique, il y a, vous avez dit, il y a les députés de la majorité et ceux de l'opposition qui sont allés demander l'interprétation. Ceux que l'on appelle les sages, ils ont donné leur point de vue. Que dit ce point de vue, Jean-Marie? Tu sais, moi-même, quand j'ai lu cet article-là, je pense que le problème ne se poserait pas. Le problème se pose parce qu'il y a des intérêts politiques en jeu. C'est ça, en fait, la réalité. Mais parce que la loi, de cet article-là dont on parle, alinéa 2, dit clairement que j'ai même rigolé un peu, je dis mais est-ce qu'ils comprenaient lorsqu'ils étaient en train d'élaborer cet article? Quand ils disent que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation, donc à la fin de son mandat bien sûr, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Non seulement installation, mais installation effective de qui? D'un nouveau président. Élu. Qui est venu comment? Qui est élu. Non, pas d'un nouveau. Du nouveau président. Oui. Écoutez, je suis pas. Oui, du nouveau président. Élu. Merci. Avant qu'il y ait installation, il faut qu'il y ait élection. Oui. C'est un détail qui du nouveau président élu. Je ne sais pas moi qui dois dire ça. Merci. Merci John. Merci de la précision. Oui. Donc, je précise, installation, non seulement installation, mais une installation effective de qui?
du nouveau président, pas qui est venu de n'importe quelle manière, Avec un calage. un nouveau président élu. Pas un C'est ce qui est dit président clairement dans après l'article. une révolution. Le problème, c'est que nos législateurs, écoutez, nos leaders politiques, la difficulté, c'est qu'ils légifèrent. Mais ils ne comprennent pas, ils ne sont pas visionnaires, ils ne savent pas ce qui les attend. Maintenant, quand il arrive le moment qu'il faut appliquer et que son intérêt n'est pas garanti, il doit chercher ce qu'il faut. Alors, je pose cette question, et au risque d'avoir des vérifications naturellement à la maison. Quand on rédigeait justement cet article, c'était la commission présidée par Mwando, Charles Mwando Simba. Effectivement. Et cette Assemblée nationale était présidée par Olivier Kamitatou. Comment expliquer que le même d'eux, enfin qui sont aujourd'hui G7, non seulement ils ont participé à l'élaboration, mais ils comprennent l'essence du texte, ils sont les mêmes aujourd'hui à contester ce qu'eux-mêmes ils ont élaboré autrefois. Est-ce que c'était de la mauvaise foi ou c'est tout simplement, comme qui dirait, la politique à la congolaise? Il s'agit non seulement de la politique à la congolaise, mais aussi de la versatilité justifiée par ce que John Omombo venait de dire. On pense qu'on peut tirer de la Constitution tel un pasteur tirerait un seul verset de la Bible pour parler de la dîme, parce qu'il sait que la dîme lui profite. Mais au même moment, il se refuse de prendre un autre verset qui demande aux disciples de donner la dîme à leurs épouses et à leurs enfants, d'en acheter du vin et des liqueurs fortes. C'est l'attitude que nous sommes en train de constater aujourd'hui, à mon humble avis. Lorsque on saisit la Cour constitutionnelle, John Chitenge, je préfère que tu me regardes, lorsqu'on saisit la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution, il doit y avoir un obscur libellé. Il doit y avoir un flou en écriture, on ne comprend rien. Mais même les fœtus juridiques, lorsqu'ils prennent l'article 70, ils se posent la question de savoir est-ce qu'il fallait réellement aller par devant la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous interprète ce qui est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Mais la démarche des députés de la majorité avait son pesant d'or parce que derrière cette lecture et interprétation biaisée, il y avait intention de nuire et de créer du désordre dans la République, parce que nous sommes désormais dans un pays où même des menuisiers peuvent interpréter la Constitution. Tout le monde est devenu juriste. On leur fait foi. Alors que même nous qui sommes juristes, lorsque nous nous permettons d'interpréter la Constitution dans la rue, cela ne fait pas foi. Il n'y a qu'un seul organe, la Cour constitutionnelle, qui a l'apanage et le pouvoir d'interpréter la Constitution. Et quand elle l'a fait, tout le monde se tait, même le professeur Njoli, même le professeur Bouchab, le professeur Jean-Louis Essambo, rencontrés dans son cabinet privé de travail. Lorsqu'il interprète la Constitution, cela fait foi scientifiquement. Mais lorsqu'il faut prendre son avis comme professeur d'université, en faire comme une ligne de conduite sur le plan étatique, c'est une démarche biaisée du point de vue de la Constitution. John ne va pas me contredire. Alors, il doit se réserver de dire la Cour a un rôle éminemment politique. Non. La Cour constitutionnelle a un rôle éminemment juridique. Et en cela, elle doit connaître toutes les questions constitutionnelles, y compris celles juridiques. C'est ça la nuance qu'un juriste doit faire par rapport à ça. Je vous pose cette question parce que ceux qui nous suivent, ils doivent peut-être essayer de mettre en diagonale ce qu'a dit John tout à l'heure. Il dit, cette Cour constitutionnelle, comme elle a été placée par le pouvoir, forcément, les décisions qu'elle doit donner, elles sont dans le sens de contenter le pouvoir. Et quand on écoute, moi j'ai lu Colette Brackman, j'ai écouté ce qu'a dit France Info, RFI, tous ces médias occidentaux, quand la Cour constitutionnelle française prend une décision par rapport à l'initiative de Hollande qui voulait enlever la nationalité aux djihadistes, RFI et les autres ne contestent pas. Bon, mais pourquoi quand une Cour constitutionnelle africaine
prend une décision, on dit la Cour elle est phagocytée. Et John est un peu dans le sens là, parce que Vital Kamerhe a dit cette décision c'est une imposture. Non, non, vous savez, je préfère ne pas revenir sur RFI et consorts. Ce sont des chaînes des impérialistes qui lui applaudissent quand ça ne va pas dans des pays africains et qui ont très mal dans leurs draps quand ça évolue. Mais je préfère que l'on comprenne que la Cour constitutionnelle n'a pas été investi par l'institution président de la République. J'évite de parler du chef de l'État en le citant parce qu'on pense que c'est une cour phagocytée par Joseph Kabila. Non. La Cour constitutionnelle a été investie par le Parlement. Et l'Assemblée nationale est constituée et de l'opposition et de la majorité. Donc, elle tire sa légitimité et tout son pouvoir de l'Assemblée nationale. Donc, n'allons pas dans de raccordements frauduleux pour faire comprendre aux uns et aux autres que le fait que la Cour constitutionnelle ait reçu les requêtes venant et de la majorité et de l'opposition. Et d'ailleurs, à ce stade, j'ai aimé la technicité et le sens élevé du professeur Njoli qui, nonobstant son appartenance politique, s'est exprimé en homme de droit pour encourager et féliciter juridiquement et démocratiquement la démarche entreprise par les députés de la majorité présidentielle. Alors la question est ailleurs. Comme John le sait bien, John Chitenge et non John Omombo avec qui nous partageons beaucoup de valeurs patriotes et démocratiques, John Chitenge sait que le sens naturel de la justice, que nous appelons en droit l'équité, veut tout simplement dire que lorsque Harold Badibanga est déféré par devant un juge et qu'il est condamné, le sens naturel, c'est qu'il estime que ce juge a été corrompu. Mais même si en âme et conscience, Harold Badibanga sait qu'il a eu tort et qu'il doit être puni, il suffit qu'on le déclare innocent pour qu'il pense que la justice fonctionne bien. Alors, il ne faut pas penser que les députés de l'opposition qui auraient voulu que la Cour constitutionnelle marchât dans le sens antidémocratique applaudissent cette même Cour. Mais je suis convaincu que si la Cour réservait une fin de non-recevoir à la démarche, à la requête des députés de la majorité, les mêmes députés de l'opposition qui tirent à boulet rouge sur l'opposition aujourd'hui, les Vital Kamerhe, les Katumbi, auraient dansé du Moutouachi comme s'ils étaient du Kassai. Ils jeteraient des fleurs sur la Cour pour dire, pour une fois, cette Cour a dit le droit bien. C'est pour dire que nous n'avons pas, en tant que scientifiques, le droit de nous focaliser sur ce que disent les politiques, dans la mesure où nous le savons tous, entre la raison et la raison politique, c'est la raison politique qui l'emporte et c'est une raison politique de mauvais goût. Alors, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle, j'ai démontré que sur le plan de droit, la Cour a totalement raison, mais est-ce que cet arrêt de la Cour marche sur le dialogue? Oui. Non. On va en parler tout à l'heure. On va parler, c'est un bien. peu la deuxième partie, mais j'aimerais demander au doyen Diana, est-ce que tous ces politiciens qui semblent remettre en cause la crédibilité de la Cour, les sérieux de la Cour, est-ce qu'ils ne jouent pas avec le feu? Comment peut-on être à la fois défenseur de la Constitution et ne pas respecter ce que dit la Constitution en ce qui concerne la Cour constitutionnelle? Ben, c'est tout simplement des analphabètes au vrai sens du terme. Je ne dirais pas analphabète, un droit analphabète au vrai sens. Parce que s'ils avaient quelques notions de lettres, ils les lisent. Ils ne pourraient pas afficher tel comportement. Je suis désagréablement surpris d'apprendre que John est juriste. Et ça, je m'adresse à la maman qui m'avait interpellé en route. Ici, il n'est pas question d'avoir pitié de lui. Il n'est pas question d'avoir pitié. Ouais, vous avez des défenseurs. Nous sommes ici pour l'intérêt des téléspectateurs qui nous suivent. Oui. John a dit une chose importante ici, que la Constitution, c'est tout un tout. Et je prends ces lots d'articles, à partir de l'article 69. Moi, je ne veux pas aller dans les théories, les juristes n'ont qu'à se fourvoyer là-dedans.
l'article 69 donne l'importance du président de la République. Vous montrez que c'est une personne impensable. Donc, on ne peut pas s'imaginer en un moment que le Congo soit sans ce qu'on appelle vacances du pouvoir. Voilà. Vacances on ne peut de pas ce poste. s'imaginer. On dit maintenant, ce président, il vient comment? Il a quel mandat? On vous dit tout ça. Mais John nous dit, pourquoi on n'a pas cité l'article 60? Mais vous n'avez pas cité l'article 74. Cet article est clair. L'article 74 dit ceci. Le président élu entre en fonction dans les 10 jours. Dans les 10 jours après la prestation de serment. C'est pour vous dire. Ils ne disent même pas qu'en décembre, en janvier, le 18. Non, ils disent dans les 10 jours. Et pour eux, le repère, c'est la prestation de serment. Parce qu'en fait, les constitutionnalistes étaient conscients de nos problèmes. Et cette prestation, Ils savent très bien. Ils savaient très bien qu'on peut mettre le délai 70 jours. Mais sinon, ils auraient calculé 70 jours, ça serait autant, il y aurait les élections. Comme aux États-Unis d'Amérique, on fixe la date du 20 janvier pour installer le président. Chez nous, on ne l'a pas fait parce qu'on savait le préalable. Nous n'avons pas un système électoral où dont on met la mécanique, ça s'arrête à un moment. Non. Ils disent le président, c'est ça le délai d'entrée en fonction du président, qui n'a rien à voir avec l'alinéa 2 de l'article 70. Donc le président élu entre en fonction dans les 10 jours. Pas au mois de décembre, obligatoirement, non. Dans les 10 jours après la prestation de serment. C'est ça l'article. Alors, pourquoi j'ai la Constitution, vous allez la lire après. Je vais juste vous reposer cette question. Pourquoi il y a eu cette focalisation sur une seule institution, alors qu'il y a bien le sénateur, les députés provinciaux et nationaux, qui, même les gouvernements. La Constitution elle-même dit qu'ils sont élus pour un mandat de 5 ans et renouvelable une fois. Et les sénateurs et les provinciaux de 2006, ils ont déjà épuisé le premier mandat et le deuxième mandat. Les sénats vont en faire 3 même. Et pourquoi on n'applique pas l'article 64 pour Ken Wadondo et les autres? Mais c'est pourquoi j'ai dit ces gens, ils sont en train, je l'ai toujours dit que ce sont des comédiens. Ils sont en train de jouer la comédie, ils sont dans un personnage, et quand ils rentrent chez lui à la maison, il rentre, il devient Kamer. Kamer a même dit que la Cour constitutionnelle a inventé un nouveau article. Oui. Quelqu'un, autre opposant de la même dynamique, dit la Cour constitutionnelle n'a rien fait, n'a repris que l'article de la Constitution. Voilà. Le rôle de la Cour, ce n'est pas d'écrire un autre article, mais de faire comprendre cet article dit quoi. Et cet article dit effectivement, c'est le français. Installation effective du président, ça veut dire qu'il y a eu élection, il y a eu tout. C'est ça l'effectif. Et il pense effectif, non, on suppose non. Quand il n'y a pas élection, il ne peut pas y avoir un président. Il n'y aura pas un président. Mais pourquoi il n'y a pas eu élection? Mais j'en arrive là. Alors, c'est pourquoi j'ai dit l'article 60, tu refuses, il faut lire en tant que juriste. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant d'entrer en fonction, il prête le serment. Tu vois que même notre Constitution savait très bien qu'il est impossible de fixer une date exacte. Pas le mois de décembre. En décembre, tout s'arrête. Il n'y en a pas. Donc, c'est quand il y aura les élections. Dans le délai constitutionnel qu'on a fixé dans le... Oui, c'est vrai. On a dit dans le 90 jours. Et c'est pour cette raison. Là, tu dis, quelle est la faute? Et c'est là où l'opposition se cabre, toutes les oppositions, médiatiques, diplomatiques, tout comme confessionnelles, ils se cabrent là pour dire non, on a essayé de perdre le temps. Toi-même, tu l'as dit, les gens dormaient sur leur laurier. Non, monsieur, on n'est pas dormi dans ce laurier. Je vous dis qu'il y a eu, au départ même avec Ngoï Mulunda, on devrait mettre en place la CENI. Maloma le dit, bon, moi en tant que CI, en attendant que vous terminiez de vous quereller, je continue l'enrôlement. On a dit non, votre mandat est terminé, sur l'opposition. À tel point que quand on a terminé, la CENI avait déjà enrôlé 4 provinces et Ngoï Mulunda a dit aux gens, serrez la ceinture, nous allons courir parce qu'il ne lui restait que 8 mois. On a couru 7 mois. Et puis après on dira quoi? Oh, les élections chaotiques. De Ngoï Mulunda. Non, si on arrive maintenant, au lieu de dire à Ngoï Mulunda, il y a eu ça, corrigé, ça, continué, on a mis fin au mandat, on a repris le débat pour qu'il y ait un nouveau signe. Ça a pris 8 mois de discussion. Tu vois d'où vient le retard? 8 mois de discussion, tout ça, quand on s'est mis d'accord,
Mal commence le travail, il tombe malade et tout ça. Quand il démissionne, on a repris le débat pour encore... Mais qui dormait? Qui dormait sur ses lauriers? Personne. Aujourd'hui même, on peut féliciter le gouvernement dans ce sens que, normalement, le gouvernement finance les opérations. John est là, on a fréquenté la CENI. De telle date à telle date, je vais faire l'enrôlement. De cette date-là, ça va me coûter autant, le gouvernement lui donne l'argent. De telle date à telle date, je vais... Malgré qu'il n'y a pas le consensus. Ben, maintenant, là, on dit, ah non, on n'a pas donné à la CENI les moyens. Est-ce que la CENI a besoin de moyens pour produire son calendrier? Il a besoin de combien de millions pour produire son calendrier, pour qu'on sache selon le délai constitutionnel, le fameux délai constitutionnel. Alors justement, vous avez la parole, gardez-la en répondant à cette question. Est-ce que maintenant que la Cour s'est prononcée, est-ce que ça remet en cause la validité du dialogue? Non, mais puisque l'interprétation, ça n'avait rien à voir avec l'objet du dialogue. L'objet du dialogue, justement, c'est le fameux délai constitutionnel et les difficultés de la CENI. La CENI dit, la Constitution dit, je dois convoquer le corps électoral dans le 90 jours. Mais ce corps électoral que je dois convoquer, je ne l'ai pas. Les fichiers donc. Voilà, c'est le fichier, c'est ça le corps électoral. Les gens qui se sont rendus, c'est ça le corps électoral qu'il faut convoquer. Il n'y en a pas. Dans les 90 jours. Dans les 90 jours. Alors, il dit, si je le fais, il me faut au moins 16 mois. Alors, c'est pourquoi on dit au dialogue, il faut qu'il y ait consensus. Les gens se mettent d'accord pour dire que la CENI a telle difficulté. Consensuellement, nous pouvons nous mettre d'accord qu'on va mettre ça... Dans la Constitution, il n'y a pas que le seul délai. Il y avait le délai de l'entrée en fonction de nouvelles provinces. La Constitution disait, l'article 2 de la Constitution, 36 mois après. Est-ce qu'on les a mis 36 mois après l'installation de la dernière? Non, on a mis une loi de programmation. Ne sont pas sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Il y a des difficultés réelles législatives. On ne pouvait pas les mettre parce qu'il n'y avait pas encore de loi. Alors, on arrive maintenant, on a fait une loi de programmation qui s'est terminée en 2015. Et la loi de programmation, on pouvait faire une deuxième loi de programmation, on est allé au découpage. Les gens pensent que, et les gens ont contesté pourquoi on a découpé. Ils oublient qu'il y a un délai constitutionnel qui donnait qu'on doit les installer 3 mois. Et c'est le respect de la Constitution aussi. Voilà. Alors John F, plutôt Harold Badibang, est-ce que maintenant que la Cour a précisé les choses, il faut oublier les dialogues et puis attendre? Non, John l'a un peu dit, mais il faut préciser ici que au dialogue, on n'allait pas pour une quelconque interprétation d'un quelconque article de la Constitution ou modification de la Constitution pour donner à Joseph Kabila un 3e mandat. Donc la matière pour laquelle la majorité présidentielle, à travers ses députés, a saisi la Cour constitutionnelle n'a rien à voir avec le dialogue qui, lui, poursuit un objectif précis, clair et limpide. L'organisation d'un processus électoral apaisé. Donc l'interprétation de la Constitution, ça n'a rien à voir. Et maintenant, on doit plutôt, en parole de sans parole, se poser la question de savoir qui bloque le dialogue. C'est l'opposition, très malheureusement. Parce que je constate que Edem Kodjo est bloqué, pas par la majorité qui a déposé la liste de ses représentants ou de ses membres depuis longtemps pour le comité préparatoire. Mais c'est plutôt l'opposition avec en tête l'Union pour la démocratie et le progrès social qui estime qu'elle doit aller au dialogue avec les autres membres de partis politiques de l'opposition dans sa poche. Pas parce que ça semble-t-il dans la logique de l'UDPS, l'opposition, ce n'est pas pété de Steve Mbeki, ce n'est pas les autres, il n'y a que l'UDPS qui est l'opposition. Et par conséquent, comme le dialogue va influer sur le processus électoral apaisé, donc nous voyons maintenant clairement qu'il ne veut pas qu'on aille aux élections. Parce que j'ai constaté avec joie que les experts de la CENI étaient encore modestes. Ils ont parlé de 16 mois. Mais l'OIF et l'ONU, ils ont dit 22. Je ne crois pas en ces structures-là. Ils ont dit 22. Mais vont quand même au-delà de 16 à 22 mois. Oui. Mais qui dit mieux s'il faut qu'on aille aux élections vite? C'est la CENI qui parle de 16 mois, donc aux politiciens congolais, de la majorité de l'opposition et une spécifique casus de l'opposition de faciliter la tâche à la facilitation au dialogue. Et j'ai fini dans une seconde pour dire à mon ami John Chitenge que Ubilex non dixit
nek nos distinguerait de Bemus. Là où la loi n'a pas distingué, nous n'avons pas non plus le droit de distinguer. Lorsque on dit le corps électoral doit être convoqué en ayant 90 jours, il est clair que ce n'est pas le président de la République en fonction qui convoque, c'est la CENI. Donc, il ne doit donc pas, au regard de la conséquence juridique, être victime de la faute d'un autre corps. Et quand on dit... Attends. Et quand on dit... Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Remise et reprise avec un autre président élu, point. La Constitution ne dit pas non plus que ce président-là doit être élu en telle date, la remise et reprise doit se faire à telle date. Donc, toi, en tant que juriste, tu as un grand rôle d'instruire ceux qui ne sont pas comme toi pour qu'ils ne commettent pas. C'est grave quand toi-même tu dois induire les gens en erreur. Plus précisément par rapport à tous les cheminements, les processus, etc. Comme on l'a vu pour le calendrier électoral, comme on l'a vu pour la mise en place de la CENI, Diana l'avait rappelé tout à l'heure, on voit à chaque fois, c'est l'opposition qui bloque souvent la machine. Maintenant, même pour la mise en place du dialogue, c'est l'opposition qui bloque. Quand ça va passer le temps pour que le processus aille vite, à qui appartiendra la faute? Oui, merci Jean-Marie. Oui, mais je voulais d'abord dire à mon estimé confrère Harold, j'ai l'impression qu'il veut à tout prix me contredire, même lorsque je n'ai pas dit une chose, il me le fait dire pour me contredire. Je ne sais pas pourquoi. Nos oppositions, mon estimé confrère Diane l'a dit, l'opposition politique congolaise est hétéroclite. Pour preuve, les leaders de l'opposition, comment on l'appelle, porte-parole de l'opposition, les coordonnateurs, les termes appropriés. Non, porte-parole, voilà. Oui. Les porte-parole de l'opposition, il y a une loi pour ça. Oui. C'est une disposition légale qui a été, c'est constitutionnel même. Oui. Mais jusqu'à présent, c'est qui les porte-parole? Il n'existe pas. C'est une opposition orpheline, sans repère. Bon, parler du dialogue, je pense que... Non, je repose ma question pour que ceux qui nous suivent comprennent très bien. Vous avez dit tout à l'heure, le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions. Ouais, article 69. Il devait tout faire pour qu'il y ait des élections. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, je repose la question. Parce que le chef d'État ne peut pas imposer à la CENI qu'il y ait les élections à tout prix. Il faut qu'il y ait un consensus, que le Parlement donne à la fois les textes, ce qu'on appelle la loi électorale, qu'il y ait les calendriers consensuels, etc. Dans les cas d'espèce du dialogue, la majorité est déjà prête, mais l'opposition, l'UDPS en tête, bloque qu'il y ait l'opposition. Mais le temps passe. Le temps passe et c'est le temps... Maintenant, quand le temps passera, la faute appartiendra à qui? Qui dormirait sur l'oreiller? Oui, les temps qui passent et les temps qui passent profitent au régime en place. Non, mais je pose la question. Oui. Il y a des acteurs quand même. On n'impose pas à l'UDPS, ce n'est pas les vite pour les dialoguer pour que les élections se fassent. Pour qu'il y ait l'alternance. Mais pourquoi il bloque? Qu'est-ce que Edem Kodjo attend pour convoquer ce dialogue, Jean-Marie Kassamba? Il faut que le dialogue soit inclusif. Il doit avoir tous les participants venant de toutes les familles un monologue ou dialogue? L'unanimité est diabolique. Le comité préparatoire doit être complet et travailler avant qu'il y ait le dialogue dans sa profondeur. Mais ne pas le faire, c'est permettre que les gens se victimisent gratuitement. On les attend. Ils doivent venir échanger avec leurs collègues de la majorité, pas sur la profondeur, mais sur les aspects essentiels. Harold Badibanga, ne viendront que ceux qui veulent. C'est de leur droit de ne pas venir. Nous constatons qu'ils ne viendront pas. Comme ils ne viendront pas, et la République avancera sans eux. Ouais, les chiens aboient, la caravane passe. Maintenant, Edem Kodjo convoque son dialogue avec ceux qui veulent. Mais est-ce que vous ne direz pas, comme vous avez dit pendant les concertations, que c'est un monologue entre la majorité? Mais ce dialogue est voué à l'échec, Jean-Marie Kassamba. Rien de bon ne sortira de ce dialogue. Donc nous irons au dialogue, crèvons l'abcès. Certainement, de ce dialogue, il y aura une transition qui sera mise en place. C'est pourquoi je voulais aussi le souligner. C'est pourquoi la majorité n'a pas voulu que la survie politique du président Joseph Kabila soit mise sur la table du dialogue. Elle a vite couru auprès de la haute cour par une sorte de prolongation judiciaire. Donc les 50 députés de l'opposition pensaient la même chose? Ils ont mis à l'abri les bails, la prolongation du bail du locataire du Palais de la Nation
Parce que dans l'IDPS, les sympathisants de l'IDPS, dans leur tête, pendant la transition, c'est leur gourou qui sera président de cette transition. Alors, je me demande même si ce dialogue aura lieu. Vous avez posé une question aux confrères. Est-ce que l'arrêt empiète ou marche sur les dialogues? Je dirais non, mais il faut reconnaître. Donc, pour vous, l'opposition venait au dialogue pour prendre la présidence? Oui, notamment l'UDPS, les principaux alliés de la majorité à ce dialogue. Est-ce qu'en RDC, constitutionnellement, on prend la présidence par le dialogue? Non, pas. C'est-à-dire quoi? Arrivé le 19 décembre 2016, oui. le président Kabila arrive fin mandat. Oui, que dit la Constitution? La Constitution dit que oui. le président en place, en oui. exercice, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Élu. Pas du nouveau président élu. Oui, alors, pas du nouveau président à élire. Ou comme au dialogue. Ou le président du dialogue. Comme il n'y a pas eu élection, oui. nous tombons dans le cas d'une crise politique. À une crise politique, oui. il faudra une solution politique. Les principaux alliés de la majorité à ces assises, l'UDPS, ça c'est un secret de polichinelle. Oui. C'est leur gourou qui allait diriger la transition pendant 2 ans pour nous amener aux élections, parce que le régime en place. Mais le respect de la Constitution est à quel niveau? Dans votre raisonnement? Non, mais moi j'ai suivi Félix Tshilombo. Hein. Oui, mais Félix Tshilombo, ce n'est pas lui la constitutionnelle. J'ai dit, pour vous, juriste, il y a bien la Constitution. Il y a une Constitution qui doit être respectée. Alors, qui dit quoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu élection, Jean-Marie Kassamba, oui, la Constitution dit que les élections doivent être organisées 90 jours avant la fin du mandat des présidents en exercice. Oui. Il n'y a pas eu élection. Là aussi, dans ces cas, la Constitution a été violée. Déjà, c'est les premières violations de la Constitution. Il n'y a pas la conséquence, nous tombons dans un cas de vacances. Bon, il faut qu'on change de sujet parce qu'il ne reste que... Oui. Cas de vacances. Ouais. Mais ce n'est pas ce qui dit chez lui à la maison, tu constates la vacance. C'est toujours la Cour constitutionnelle, article 76. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui constate qu'il y a vacances. Donc, la Cour n'a pas constaté. Or, il n'y en aura même pas. La Constitution, c'est pourquoi on dit qu'on doit faire le dialogue pour essayer de résoudre le problème des difficultés de la CENI. Et c'est la CENI qui assure le processus électoral. Alors, je vais poser la question. La preuve, John, je vous ai suivi. Oui. Lorsque Bochab, en tant que ministre de l'Intérieur, fait ne fût qu'un chronogramme pour que la CENI... On dit non, ce n'est pas son droit. Il est membre du gouvernement. Alors maintenant, vous voulez que le président de la République fasse les programmes et fasse le calendrier électoral? Non, personne. Merci beaucoup. Alors, mais juste un mot. Oui? Au dialogue, il n'y allait pas avoir des questions taboues. Tout allait être abordé, y compris les questions politiques du président Joseph Kabila. Et s'il y a prolongation, c'est à la suite d'un compromis politique et non à la suite d'un arrêt judiciaire. Non, mais ce n'est pas judiciaire, c'est pas rapport à la Constitution. Le dialogue ne porte pas sur le mandat parce que du malheureusement, on ne parlera pas de Moïse Katumbi, malheureusement. L'État ne nous est pas accordé. Alors, on va quand même profiter parce que je demanderai à la rédaction de nos réalisations de nous accorder 3 minutes, vraiment 3 minutes. Gardez la parole et répondez à la question. Compléter votre réponse de tout à l'heure et puis embrayer en même temps à la question de ce qui se passe avec les mercenaires. Est-ce que Moïse Katumbi serait un enfant gâté de la majorité qui s'est tout permis et à un moment donné, il a commencé à jouer un peu avec le feu? Bon, je vais quand même revenir parce que j'ai... Allez-y rapidement. Oui, rapidement parce qu'il y a les amis qui sont revenus sur les propos de John. John n'a fait qu'émettre son point de vue. L'émission risque d'être très focalisée sur John. Moi, je m'appelle John aussi. Oui. Donc, je plaide pour Tchikengue. Je plaide en sa faveur. Il a été trop attaqué par les amis. Non, écoutez, il y a un problème, Jean-Marie. Vous avez compris que le vrai débat, ce n'est pas au niveau de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Le vrai problème, c'est le processus électoral. Et là encore, il y a une responsabilité. Ce n'est pas l'opposition qui organise les élections, ce n'est ni la majorité. Il y a une responsabilité. C'est la CENI qui est l'organe technique. Mais il y a quelqu'un qui doit financer, c'est le gouvernement. Il y a encore quelque chose, il faut que le gouvernement nous dise.
pourquoi les élections n'ont pas organisé. Le vrai débat, ce n'est pas au niveau de l'article 70, alinéa 2. Mais le gouvernement devrait quand même dire, parce qu'il y a eu, je note qu'il y a eu à un certain moment des contradictions entre le gouvernement et la commission électorale, du moins pour l'ancien bureau. À un certain moment, il semble que le ministère de l'économie, dans une émission à la RTNC, avait déclaré certains montants qui ont été affectés au compte de la CENI pour l'organisation du processus électoral. C'est qu'avait contesté la CENI avec des chiffres à l'appui. Je n'ai jamais vu le gouvernement apporter des réponses claires. Il y a une question des responsabilités. C'est là aussi le déficit de communication. Parce que c'est bien de dire que les élections n'ont pas été organisées parce qu'il y a eu des difficultés. Mais c'est important de communiquer exactement pour dire à l'opinion que voilà, nous qui avons la responsabilité principale de financer les élections, même si la communauté internationale devrait apporter ses 40%, mais nous avons aussi la responsabilité, justement, ils doivent reconnaître cette responsabilité aussi d'avoir bloqué le processus. Parce que la CENI n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que techniquement, nous devons le dire, il est difficile aujourd'hui d'organiser les élections avec ce fichier électoral. Ça, techniquement, il faut exclure ça. C'est déjà consommé. Bon, maintenant, s'il faut un nouveau fichier, il faudra, il semble, 16 mois et 1 jour. 16 mois et 1 jour. Ça veut dire que les élections, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez parlé également de l'attention qui est focalisée sur l'institution président de la République. Parce qu'il y a un caractère un peu sensible, justement, de ce pouvoir-là. Et puis, il y a le caractère contraignant et verrouillé, justement, au niveau de la Constitution pour ce qui concerne le mandat du président. Alors que pour les autres, et tout ça. Alors, les gens, ils accordent plus d'importance. C'est vrai, je mets un bémol pour dire que toutes les élections sont les mêmes, toutes les personnes doivent bénéficier des mêmes droits. Il ne faut pas privatiser une question ou lier la fonction du président au seul Joseph Kabila. Ce n'est pas Joseph Kabila. Mais je dis seulement que la responsabilité même de la communauté internationale devrait dire pourquoi les 3 années qui sont passées, il y a eu un calendrier, on n'a jamais mis des moyens à la disposition de la CENI pour que ces élections soient organisées. Il y a eu une question de responsabilité. Merci beaucoup. Alors, s'il y a eu ce problème, je ne condamne personne. J'encourage seulement qu'il y ait une bonne communication. Explication. Les gens ne disent pas, il y a une responsabilité. Embrayer sur la deuxième thématique, il nous reste 2 minutes. Oui, sur la thématique, c'est que je ne comprends pas les agitations que nous observons autour de ce dossier. Parce qu'il s'agit d'un problème au niveau de la justice. D'abord, j'ai trouvé que la confrontation se passe à 2 niveaux. Il y a le niveau politique et le niveau judiciaire. Le niveau politique, c'est que Moïse Katumbi se fait passer pour la victime de Kabila. Le niveau politique, c'est qu'il a mobilisé justement toute la communauté internationale, il mobilise toute la communication, tout l'arsenal communicationnel. Et pour montrer que voilà, je suis candidat à la présidentielle, on m'empêche de le faire. Au niveau politique aussi, la majorité, je suis même des points de presse, voudrait démontrer que ce dossier n'est pas un montage politique, c'est un dossier clair et qu'il faut apporter de... Alors au niveau judiciaire, c'est là l'enjeu principal, parce que c'est là où toute une vie politique est mise en jeu. Donc, Moïse Katumbi devrait aussi se battre justement sur le terrain politique avec ses avocats pour montrer justement que mais si les faits que lui sont reprochés s'avèrent vrais, non, c'est justement... Il doit se cacher derrière la D'abord, une précision. J'ai dit qu'il doit se battre pour prouver son innocence. Jusqu'aujourd'hui, Moïse Katumbi bénéficie de la présomption d'innocence. Et donc, les agitations que je vois aujourd'hui ne sont pas justifiées. Il s'agit d'une instruction préjuridictionnelle. Et l'instruction préjuridictionnelle, généralement, les avocats sont... les juristes sont là, elle est inquisitoire, elle est secrète. Mais ce qui m'étonne un peu aussi, c'est qu'il y a certaines correspondances que certains avocats adressent à l'avocat général, n'est-ce pas, qui sont fuités dans la presse. Ça, ce serait violer leur déontologie, l'éthique. Aujourd'hui... Et les avocats qui accordent même des interviews. Aujourd'hui, donc, j'encourage justement que, comme il y a un problème judiciaire, la solution devrait être judiciaire. C'est ce que j'encourage pour Moïse Katumbi. Jean-Marie Kassamba, je suis un peu gêné de spéculer sur un dossier judiciaire courant, mais je dirais tout de même que lorsque les politiques se mêlent d'un dossier judiciaire, ces dossiers cessent d'être judiciaires pour devenir politiques. Bon. Oui, moi je dis tout simplement par cas de figure que si je suis interpellé aujourd'hui, moi, Harold Badibanga, pour intention manifeste de renverser le pouvoir, je serai tellement calme dans l'attitude que je vais aller vite m'offrir
auprès de ce Si vous n'avez rien à vous reprocher. Pour qu'il m'entende, pas parce que je serais en train de ne rien me reprocher. Alors, je suis en droit de me poser la question de savoir que cache l'agitation dans le camp de Katumbi. Pourquoi on amène les jeunes de ses amis. Oui. Est-ce que l'instruction qui est du reste secrète, comme on l'a dit, même si on mobilise avec des millions de dollars, des femmes, des hommes, même les politiciens venant de Kinshasa. Mais ça sert à quoi? Parce que quand ils arrivent au palais de justice, ils restent très loin là et tu ne te présentes que seul devant ton juge, ton magistrat et éventuellement avec tes avocats. Donc c'est du folklore politique qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de la justice. Un républicain, un patriote, un kamikaze de la République comme nous, nous limitons à dire laissons la justice faire son travail. Alors, on va terminer avec Joachim Diana. Est-ce que ce procès, enfin, cette affaire ne cache pas les ambitions un tout petit peu démesurées de Katumbi? Cette affaire ressemble exactement à l'affaire des élections. Ah oui? Les gens fouillent leurs responsables. C'est comme qu'il y aurait problème de financement des élections. Non. Mais l'opposition s'accroche à la... Ah, il n'y a plus de... parce qu'ils veulent trouver un bouc émissaire. C'est le gouvernement qui n'a pas. Comme vous n'avez pas le droit de ça, vous devez partir. Il ne se pose pas les problèmes. Même Nanga, lorsqu'il parle, il ne se pose pas les problèmes. Aujourd'hui, il a l'argent pour acheter des kits, il a acheté des jeeps et tout ça. Même sans on pense que le gouvernement est même en avance, sans qu'il y ait calendrier, il a déjà de l'argent. Donc le problème d'argent ne se pose pas aujourd'hui. Dans les 3 ans qui ont suivi. Mais le calendrier global a été rejeté par l'opposition. Je ne dois pas nous dire que le calendrier était là, il n'y a pas eu d'argent, on l'a pas. Non, on a dit que le calendrier était trop serré et qu'il était non consensuel. On l'a rejeté. Donc, en ce qui concerne Katumbi, le vrai problème, c'est quoi? En ce qui concerne Katumbi, on dit, mais c'est parce qu'il est candidat président de la République qu'on est en train de le suivre. Oui. Et là, les gens n'arrivent pas à placer la communication ouvrante. Mais c'est parce qu'il a un dossier judiciaire que Katumbi s'est proclamé candidat président de la République. Dès qu'il a pris 24 heures après qu'il s'est proclamé candidat. Et le candidat où? Le candidat l'a saigné programmé il y a un endroit. J'ai vu même on est en train de réflexionner l'endroit où on met des candidatures là, sur le boulevard. Vous allez vous déposer la candidature, vous payez la caution. Je sais que l'argent, il en a pour payer la caution. Or, la Constitution dit qu'il y a 4 conditions à remplir. Est-ce qu'il sait qu'il a déjà rempli ces conditions-là pour dire qu'il est candidat? Lorsque Dominique Strauss-Kahn, pressenti candidat de Parti socialiste, il a eu l'affaire à Sofiatel. Est-ce qu'on l'a laissé faire? Vous n'avez jamais entendu, ni dans le français, ni dans le fait, dire que le candidat Dominique Strauss-Kahn a le... Mais ici, on parle de Katumbi, candidat, il a des problèmes. Katumbi, il est candidat selon quel candidat déjà contre Sarkozy. Mais l'infraction n'était pas commise chez lui en France. Merci beaucoup. Ce sont les lieux de la commission de Sarkozy, cher ami. Sarkozy comparé dans l'affaire Bettencourt, même s'il est présenté candidat. C'est tout le temps qu'il va. Je viens de dire encore, est-ce qu'il va échapper? J'ai lu aujourd'hui dans Express, est-ce qu'il va échapper en 2006 à la justice? Ça continue. Ce n'est pas parce que vous êtes candidat que vous êtes immunisé. Merci beaucoup. On l'a vécu au Niger, d'ailleurs en Ouganda, où les candidats présidents ont été effectivement poursuivis par la justice. Merci beaucoup. Quelques décalages pour le journal de Patrick Kéry. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et je vous signale d'ailleurs que votre chaîne est en train de faire peau neuve pour vous proposer des programmes spéciaux et avec un nouvel habillage et avec du nouveau matériel, etc. Gardez vos positions d'écoute. Dans quelques instants, donc, vous aurez le journal et puis la suite des programmes sur votre chaîne. À très bientôt.